Les probabilités viennent de raisonnements sur les jeux de hasard. C'est vrai, mais franchement, s'il n'y avait pas eu d'enjeu plus important, elles ne seraient peut-être pas allées aussi loin. Depuis le début, on avait en ligne de mire toutes les prises de décision en environnement incertain, surtout en matière politique, économique et judiciaire. Rien que ça. Les mathématiques ont été inventées par les Grecs comme méthode pour distinguer le vrai du faux. Mais très vite, les successeurs de Platon, les néo-académiciens, se sont rendus compte que le vrai et le faux absolu, dans la vie courante, c'était plutôt rare, et qu'il serait plus utile d'avoir un outil de pensée pour l'incertain, pour le plus ou moins probable, pour distinguer le un peu vrai du plutôt faux. On en trouve des traces dans les écrits de Cicéron. Il est difficile de distinguer chez Cicéron ce qui relève de sa propre réflexion et ce qui était déjà dans les textes grecs qu'il a traduits. Mais au fond, peu importe. Voici la notion de probabilité telle qu'elle est exprimée dans les académiques de Cicéron. Ainsi, selon lui, aucune perception n'est suivie de la certitude, tandis qu'il y en a plusieurs accompagnées de la probabilité. Car il répugnerait à la nature que rien ne fût probable. Il en résulte que le sage se servira de tout ce qui lui paraît probable, s'il n'y a rien de contraire à cette probabilité. Et telle sera la règle de notre conduite. Le sage même que vous imaginez se livre à plusieurs probabilités qu'il n'a pas bien saisies, qu'il ne regarde pas comme certaines et démontrées, mais comme vraisemblables. Si donc, en dissertant après tant d'autres sur les dieux et sur la naissance du monde, nous ne pouvons parvenir, malgré nos vœux, à tenir un langage toujours clair et persuasif, toujours d'accord avec lui-même, ne vous en étonnez pas, mais contentez-vous de ces opinions, pour peu qu'elles aient de la vraisemblance à vos yeux. N'oubliez pas que moi qui vous parle, et vous qui jugez, nous sommes des hommes, et si je vous donne des probabilités, ne demandez rien de plus. Si la probabilité chez Cicéron apparaît comme une échelle plus ou moins continue entre le vrai et le faux, elle n'est absolument pas chiffrée. On n'ira pas plus loin sur le sujet jusqu'au XVIIe siècle. Le XVIIe siècle est le siècle du rationalisme. Avec Descartes et son discours de la méthode, on reprend et on érige en modèle les raisonnements mathématiques des Grecs. C'est aussi au XVIIe siècle qu'émerge la mathématisation du hasard, avec Pascal et Fermat, puis Huygens. On retrouve l'héritage de la pensée probabiliste de Cicéron dans un ouvrage de Antoine Arnaud et Pierre Nicole, que l'on appelle la logique de Port-Royal. Le titre exact est La logique ou l'art de penser, et la date d'édition est 1662. C'est 8 ans après Pascal et Fermat, 5 ans après Huygens, et c'est aussi la même année que les premiers raisonnements démographiques de Graunt sur les registres de mortalité de Londres ont été faits. Qu'il y ait eu des échanges d'idées entre Pascal et les auteurs de la logique de Port-Royal, c'est pratiquement certain. Il est même possible que Pascal ait contribué à l'ouvrage. Voici ce qu'on y trouve. Car comme nous nous devons contenter d'une certitude morale dans les choses qui ne sont pas susceptibles d'une certitude métaphysique, lors aussi que nous ne pouvons pas avoir une entière certitude morale, le mieux que nous puissions faire, quand nous sommes engagés à prendre parti, est d'embrasser le plus probable, puisque ce serait un renversement de la raison d'embrasser le moins probable. Cicéron disait pratiquement la même chose. La nouveauté est dans la tentative de quantification.
Le défaut de ces raisonnements est que, pour juger de ce que l'on doit faire pour obtenir un bien ou éviter un mal, il ne faut pas seulement considérer le bien et le mal en soi, mais aussi la probabilité qu'il arrive ou n'arrive pas, et regarder géométriquement la proportion que toutes ces choses ont ensemble. En clair, il ne suffit pas de regarder séparément le gain et la probabilité, il faut aussi pondérer le gain par la probabilité, c'est-à-dire calculer une espérance de gain. Certes, il n'y a pas de chiffre, mais c'est bien la notion d'espérance définie peu avant par Huygens. Il y a quelquefois si peu d'apparence dans le succès d'une chose, et quelque petite que soit celle qu'on hasarde pour l'obtenir, il est utile de ne la pas hasarder. Ainsi, ce serait une sottise de jouer 20 sols contre 10 millions de livres ou contre un royaume, à condition qu'on ne pourrait le gagner qu'au cas qu'un enfant arrangeant au hasard les lettres d'une imprimerie composât tout d'un coup les 20 premiers vers de l'Énéide de Virgile. Attendez, ça ne vous rappelle rien, cette histoire d'arranger des lettres au hasard? C'est le paradoxe du singe dactylographe. Ce n'est pas un singe mais un enfant, ce n'est pas une machine à écrire mais des caractères d'imprimerie que l'enfant arrange au hasard. La première apparition du singe dactylographe date de 1913, chez Borel. Concevons qu'on ait dressé 1 million de singes à frapper au hasard sur les touches d'une machine à écrire, et que, sous la surveillance de contremaîtres illettrés, ces singes dactylographes travaillent avec ardeur 10 heures par jour avec 1 million de machines à écrire de types variés. Et au bout d'un an, ces volumes se trouveraient renfermer la copie exacte des livres de toute nature et de toute langue, conservés dans les plus riches bibliothèques du monde. Voilà. Revenons à Arnaud et Nicole et leur logique. Un de leurs exemples de raisonnement porte sur la confiance à accorder à la date d'un document quand elle est confirmée par 2 signatures de notaire. Mais si à cette circonstance commune d'être signée par 2 notaires, qui mettent une raison suffisante, quand elle n'est point combattue par d'autres, d'ajouter foi à la date d'un contrat, on y adjoint d'autres circonstances particulières, comme que ces notaires soient diffamés pour être sans honneur et sans conscience, qu'ils aient pu avoir un grand intérêt à cette falsification. Cela ne me fera pas encore conclure que ce contrat est antidaté, mais diminuera le poids qu'aurait eu sans cela dans mon esprit la signature de 2 notaires, pour me faire croire qu'il ne le serait pas. L'Ars Conjectandi de Jacques Bernoulli est paru en 1713, 8 ans après sa mort. Il a été édité et publié par son neveu Nicolas, et le titre Ars Conjectandi est peut-être un clin d'œil à l'Ars Cogitandi, l'art de penser d'Arnaud et Nicole. En tout cas, Nicolas Bernoulli, qui avait commencé ses études sous la direction de son oncle Jacques, avait soutenu en 1709 une thèse dont le titre est Les usages de l'art de la conjecture en droit. La première partie de l'Ars Conjectandi reprend le traité de Huygens. La seconde donne des techniques et des exemples de combinatoires. La troisième détaille les calculs de probabilité pour quelques jeux de hasard. Et voici le titre de la quatrième partie. Usage et application des doctrines précédentes en matière civile, morale et économique. Comme vous le voyez, le premier chapitre commence par des préliminaires sur la certitude, la probabilité, la nécessité et la contingence des choses. Et pour vous dire à quel point on ne joue plus, voici un exemple. Titius a été retrouvé mort dans la rue. Maevius est accusé d'avoir commis le meurtre. Les arguments de l'accusation sont:
Il est connu qu'il haïssait Titus, argument de cause. À l'interrogatoire, il a pâli et a répondu timidement, argument des faits. Chez Maevius, on a trouvé un poignard taché de sang, c'est une indication. Le jour où Titus a été tué, Maevius marchait sur la même route, c'est une circonstance de lieu et de temps. Finalement, Caius maintient que le jour précédant sa mort, Titus s'était querellé avec Maevius. Ceci est un témoignage. Le problème posé est clair. Comment utiliser ces éléments pour calculer la probabilité que Maevius ait commis le meurtre? La résolution est plus difficile, parce que jusque-là, on ne connaît qu'une manière de calculer, qui consiste à compter des chances considérées comme égales. Ça marche très bien avec des cartes ou des dés, mais avec un meurtre. Et il y a bien un moyen expérimental qui est d'approcher la probabilité d'un événement par sa fréquence d'occurrence sur un grand nombre d'expériences répétées. Ce qui justifie ce calcul, c'est la loi des grands nombres. Et cette loi des grands nombres est précisément le résultat le plus marquant dans l'Ars Conjectandi de Jacques Bernoulli. Mais Bernoulli part d'une probabilité supposée connue pour donner un intervalle dans lequel doit se trouver la fréquence expérimentale. Ce qui serait vraiment utile, ce serait le contraire. Étant donné une fréquence expérimentale, avec quelle précision peut-on donner la probabilité de l'événement? C'est Thomas Bayes qui résout ce problème, en quelque sorte le problème inverse de celui de Bernoulli. Et comme l'Ars Conjectandi de Bernoulli, son ouvrage est posthume. Il est paru 2 ans après sa mort et le titre n'est pas très explicite. Un essai pour résoudre un problème dans la Doctrine of Chances. Doctrine of Chances, c'est le titre du livre de De Moivre. Et même si Bayes se contente de donner ses calculs sans s'étendre sur l'application, son ami qui communique l'article, Richard Price, se montre parfaitement conscient de l'enjeu. Voici ce qu'il dit dans son commentaire. Toute personne sensée reconnaîtra que le problème traité ici n'est absolument pas qu'une spéculation curieuse dans la théorie du hasard, mais qu'il doit être nécessairement résolu pour fonder tout raisonnement concernant les faits passés et ce qui est probable dans le futur. Il est certain que nous ne pouvons pas déterminer à quel degré des expériences répétées confirment une conclusion, sans la discussion particulière du problème susmentionné. Ce problème doit donc être considéré par tous ceux qui voudraient évaluer clairement la force du raisonnement analogique ou inductif. Et c'est vous dire l'enjeu, la base même de la science moderne. Le raisonnement inductif avait été formalisé au début du XVIIe siècle par Bacon. Son triomphe avait été concrétisé par les Principia de Newton. Reconnaître dans des expériences répétées la confirmation d'une nouvelle loi, c'était le meilleur moyen de créer de la science. Mais quel degré de certitude la répétition des expériences apporte-t-elle? C'est ce que calcule le résultat de Bayes. Pour décrire le problème, il est difficile de faire plus clair et plus direct que Bayes lui-même. Problème. Étant donné le nombre de fois qu'un événement donné est arrivé ou a échoué, on demande les chances que la probabilité de cet événement de survenir dans une seule expérience reste dans un intervalle donné. Voici comment Bayes résout le problème en écriture moderne. Ce sont bien des statistiques bayésiennes à notre sens. On se donne un a priori sur la probabilité. Et puisqu'on ne sait rien, c'est un nombre au hasard entre 0 et 1.
Connaissons la valeur P prise par cette probabilité tirée au hasard. La probabilité qu'il y ait K occurrences de l'événement parmi n expériences est donnée par la loi binomiale. Si on connaît le nombre d'occurrences K et qu'on renverse le conditionnement, on trouve la probabilité d'un intervalle AB sous la forme que vous voyez. En termes techniques, la probabilité suit une loi bêta. Bayes est parfaitement conscient du fait que mettre des probabilités uniformes, en l'occurrence, sur une probabilité, c'est un peu limite comme raisonnement. Puisque son but est précisément de donner une fondation solide au calcul expérimental des probabilités, il serait paradoxal d'utiliser pour cela des probabilités qui n'ont pas de fondement expérimental. Alors, ce fondement expérimental, il le fabrique, en imaginant une sorte de billard que vous voyez représenté ici. C'est une table carrée, ABCD, sur laquelle on va lancer une boule. Là où s'arrête la boule, on trace une ligne verticale. Il y aura désormais une gauche et une droite. Et toutes les boules suivantes tomberont à gauche ou à droite de la ligne verticale, avec une probabilité qui aura elle-même été tirée initialement au hasard. Vous voyez la courbe qui est tracée au-dessous du carré? Eh bien, c'est la vraisemblance. Le résultat de Bayes va être redécouvert indépendamment, devinez par qui? Laplace, bien sûr. En 1774, il écrit un mémoire sur la probabilité des causes par les événements, où il se montre, comme Price avant lui, parfaitement conscient de l'enjeu. Je me propose de déterminer la probabilité des causes par les événements, matière neuve à bien des égards et qui mérite d'autant plus d'être cultivée que c'est principalement sous ce point de vue que la science des hasards peut être utile dans la vie civile. Le problème est exactement le même que celui de Bayes et posé de manière tout aussi claire. Si une urne renferme une infinité de billets blancs et noirs dans un rapport inconnu, et que l'on en tire P plus Q billets dont P soit blanc et Q soit noir, on demande la probabilité qu'en tirant un nouveau billet de cette urne, il sera blanc. Laplace fait le calcul, et comme vous le constatez en bas de l'image, il retrouve bien la même loi que Bayes. Mais attendez un peu, depuis tout à l'heure je vous parle de Bayes, vous avez en tête la formule de Bayes, et vous ne l'avez toujours pas reconnue. C'est que pour faire le calcul qu'il propose, aussi bien Bayes que Laplace ont besoin de renverser des conditionnements, c'est-à-dire d'utiliser ce que vous connaissez sous le nom de formule de Bayes. Mais l'un comme l'autre considère la chose comme tout à fait naturelle et ne trouve pas que cela mérite un nom particulier. Ce n'est que bien des années plus tard que Laplace, dans son essai philosophique sur les probabilités, expliquera en termes de causes et de conséquences ce calcul que nous connaissons sous le nom de formule de Bayes. La probabilité de l'existence d'une quelconque de ces causes est donc une fraction, dont le numérateur est la probabilité de l'événement résultante de cette cause et dont le dénominateur est la somme des probabilités semblables relatives à toutes les causes. Si ces diverses causes considérées a priori sont inégalement probables, il faut au lieu de la probabilité de l'événement résultante de chaque cause employer le produit de cette probabilité par celle de la cause elle-même. C'est le principe fondamental de cette branche de l'analyse des hasards qui consiste à remonter des événements aux causes. Le parti pris de Laplace, dans son essai philosophique, est de tout écrire en français, sans symbole mathématique, et ce qui, reconnaissons-le, rend les choses totalement incompréhensibles. Mais si vous suivez mot à mot ce que dit Laplace, en ayant sous les yeux la formule de Bayes, alors vous verrez que oui, c'est bien elle.
Nicolas de Condorcet est une figure charnière dans l'histoire des mathématiques. Ce n'est pas que ses contributions soient particulièrement importantes, mais plutôt parce qu'il incarne l'idéal de la philosophie des Lumières. Voici ce qu'il dit en 1789 sur le droit de vote des femmes. Où aucun individu de l'espèce humaine n'a de véritable droit, où tous ont les mêmes. Et celui qui vote contre le droit d'un autre, quelle que soit sa religion, sa couleur ou son sexe, a dès lors abjuré les siens. Vous vous doutez bien que des prises de position aussi affirmées ne pouvaient pas le mener bien loin. Après s'être caché pendant quelques mois sous la terreur, il finit par quitter sa cachette. Il est arrêté et meurt en prison. On ne sait pas trop comment. On suppose qu'un de ses amis avait pu lui amener de quoi se suicider pour échapper au procès. Il avait écrit en 1785 un essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix. Au fond, rien de moins qu'une théorie mathématique de la décision démocratique. C'est dans ce livre que l'on trouve ce qui s'appelle depuis le paradoxe de Condorcet. Une même population peut préférer A à B, B à C et C à A. Parmi les successeurs de Laplace et de Condorcet, Poisson écrit en 1837 ses Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile. Comme vous le voyez écrit en petit, ces recherches sont précédées des règles générales du calcul des probabilités. En fait, il s'agit essentiellement d'un cours de probabilité, mais le titre et ses quelques réflexions sur la probabilité des jugements vont lui valoir pas mal de critiques. Pourtant, on n'y trouve pas grand-chose d'autre que des réflexions de bon sens. La formule de Laplace pour exprimer la probabilité de l'erreur d'un jugement ne dépend que de la majorité à laquelle il a été prononcé et du nombre total des juges. Elle ne renferme rien qui soit relatif à leur connaissance plus ou moins étendue dans la matière qui leur a été soumise. Il s'ensuivrait donc que la probabilité de l'erreur d'une décision rendue par un jury à la majorité de 7 voix contre 5, par exemple, serait la même, quelle que fût la classe de personnes où les 12 jurés auraient été choisis. Conséquence qui me paraîtrait déjà suffisante pour qu'on fût fondé à ne point admettre la formule dont elle est déduite. Poisson fait d'autres propositions de calcul, mais le fond de l'affaire est que, parmi les scientifiques, la plupart pensent désormais que les applications des probabilités au jugement, en particulier dans les procès criminels, ne sont tout simplement pas fondées. Une occasion particulière va étaler au grand jour l'échec des probabilités en matière juridique. C'est l'affaire Dreyfus. Vous avez certainement en tête le J'accuse de Zola, qui date de 1898, soit 4 ans après la première condamnation de Dreyfus. Zola lui-même est passé en procès après son J'accuse, procès pour diffamation. Ceci est son cliché anthropométrique avant le procès. L'ironie de ce cliché est que l'invention de l'anthropométrie policière est due à Alphonse Bertillon. Ce Bertillon, considéré comme spécialiste de police scientifique depuis son invention, va devenir l'accusateur scientifique principal de Dreyfus. On le voit ici sur sa propre fiche anthropométrique. Suite au J'accuse de Zola, le véritable coupable avait été démasqué. Les faussaires qui avaient fait condamner Dreyfus au premier procès avaient été découverts. Alors quand un nouveau procès a lieu à Rennes en 1899, tout le monde s'attend à ce que Dreyfus soit acquitté.
c'était oublier l'entêtement de Bertillon. Vous voyez sur cette carte postale le transport du dossier Bertillon, une masse de documents qu'il va asséner aux jurés pendant 2 jours, plus de 10 heures de déposition, pendant lesquelles il démontre, entre guillemets, scientifiquement, re-guillemets, la culpabilité de Dreyfus. Certains journaux s'indignent. Le génial fonctionnaire de police est venu pendant plus de 3 heures distiller cruellement la nuit pour tous ceux qui l'écoutaient et faire constater une fois de plus les ressources de sa fantaisie. Mais la fantaisie a ses bornes. Quand elle ne fait que dépasser celle du ridicule ou du grotesque, elle peut, à la rigueur, trouver excuse dans l'hilarité qu'elle produit. Mais quand en même temps elle est odieuse, il ne suffit plus de rire et de se moquer, de traiter le fantaisiste de fou. Il faut aussi prendre des mesures contre ce fou qui peut être dangereux et le mettre dans l'impossibilité de nuire. La fantaisie de M. Alphonse Bertillon, si on peut appeler ainsi la démonstration folle de ce singulier expert, n'est pas seulement grotesque et ridicule, elle est en même temps odieuse. Grotesque, ridicule, odieuse. Ah oui, bien sûr, c'est vrai. Mais ce n'est pas avec des invectives qu'on gagne un procès, et malheureusement, les conclusions de Bertillon sont sans appel. C'est fort d'une certitude, non seulement théorique, mais matérielle, qu'avec le sentiment de la responsabilité qu'entraîne une conviction aussi absolue, en mon âme et conscience, j'affirme aujourd'hui, comme en 1894, sous la foi du serment, que le bordereau est l'œuvre de l'accusé. Et l'accusé est condamné à nouveau, sur des faits matériels, positifs et scientifiques, comme on disait en cette époque de scientisme triomphant. Le seul moyen de répondre à Bertillon, c'était de se placer sur son propre terrain. On va donc faire appel à une commission d'experts scientifiques pour évaluer l'expertise scientifique de Bertillon. Et pas n'importe qui. Les trois sont des mathématiciens reconnus. Darboux est secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Appel est le doyen de la faculté des sciences de Paris. Voici ce qu'il dit dans ses mémoires. Je ne reviens pas ici sur notre rapport qui a été publié et dont les conclusions ont été rédigées par Poincaré. Je dirais seulement que Bertillon nous fit l'effet d'un illuminé, que l'écriture d'Esterhazy se reconnaissait du premier coup d'œil, identique à celle du bordereau, que le calcul des probabilités ne permettait aucune conclusion, enfin que les encoches furent expliquées de la façon la plus simple. Vous le voyez, le rapport commence par des notions sur la probabilité des causes, parce que le système de Bertillon a la prétention d'être une application de la théorie des probabilités. Comme le dit Appel, le rapport est rédigé par Poincaré. Poincaré est considéré comme le meilleur mathématicien français du moment. Il est non seulement président de la Société mathématique, mais aussi de la Société de physique. Il est venu aux probabilités par la physique, et même si les probabilités sont marginales dans son œuvre, il en est l'un des meilleurs spécialistes. Et il ne cache pas ce qu'il pense de la probabilité des jugements. Aussi, Auguste Comte a-t-il dit avec juste raison que l'application du calcul des probabilités aux sciences morales était le scandale des mathématiques. Vouloir éliminer les éléments moraux et y substituer des chiffres est aussi dangereux que vain. En un mot, le calcul des probabilités n'est pas, comme on paraît le croire, une science merveilleuse qui dispense le savant d'avoir du bon sens. C'est pourquoi il faudrait s'abstenir absolument d'appliquer le calcul aux choses morales. Si nous le faisons ici, c'est que nous y sommes contraints. Quant à l'appréciation des théories de Bertillon,
les conclusions sont claires. En résumé, les encoches du bordereau et de la lettre des obligations ont été faites toutes deux après la saisie de ces pièces. Les théories développées à ce sujet par M. Bertillon et ses disciples non seulement n'ont aucun fondement, mais elles montrent sur un exemple qui peut être compris de tout le monde, le parti pris, le manque absolu de critique et d'esprit scientifique, le goût de l'absurde que nous avons constaté dans toutes les parties du système soumis à notre examen. En résumé, tous ces systèmes sont absolument dépourvus de toute valeur scientifique. Primo, parce que l'application du calcul des probabilités à ces matières n'est pas légitime. Secondo, parce que la reconstitution du bordereau est fausse. Tertio, parce que les règles du calcul des probabilités n'ont pas été correctement appliquées. En un mot, parce que les auteurs ont raisonné mal sur des documents faux. Dreyfus a été réhabilité en 1906, 2 ans plus tard. Plus d'un siècle après, le débat sur la validité juridique des probabilités est toujours ouvert. Bon, voilà, c'est le dernier slide. Voyons, quelles sont les chances que je vous sorte une vanne en rapport avec cette histoire?